Ok, donc je suis bien entouré, j'ai beaucoup de chance. Je vous présente, voilà, c'est l'équité. Ça ne sera pas toujours aussi bien que ça. De gauche à droite, Myrna Jacquin, Jacqueline Moins et Laurence Della Libera. Donc je pense que vous avez compris un peu le format de l'après-midi. En tout cas, des façons dont on souhaite traiter les thèmes qui vont maintenant vous être proposés. Il y aura un temps que l'on a appelé un temps de retour d'expérience, où en fait on va inviter les personnes qui sont autour de moi à nous raconter ce qu'elles font pour lancer un peu le sujet. Dans un deuxième temps, donc à 15 heures, vous retournez là où on a déjeuné, où se trouvent les 3 salles d'atelier. Et donc vous avez 3 ateliers qui vous attendent suite à cette introduction que nous faisons ensemble. Vous revenez ici pour 16 heures où il y aura une vraie pause café, voilà. Là, c'est un peu vite fait. Et puis, on fera une restitution. Je vais proposer à Jacqueline de prendre la parole en premier. Tous ceux qui ont vu les petites vidéos qu'on a faites pour le teasing de ces rencontres ont peut-être repéré son intervention. Je vais la laisser raconter ce qu'elle fait ici à Éduterre dans le cadre d'un BTS. Donc bonjour, je me présente. Donc Jacqueline Moins, je suis responsable de formation et ingénierie de dispositifs de formation à distance. Donc on avait pris avec l'exemple du BTS production animale. Donc c'est un BTS que j'ai repris après quelqu'un. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec l'équipe. Bon, au CNPR, on travaille en interne et puis on travaille également avec des équipes distantes qui se trouvent dans des CFPPA partout dans la France. Là, en l'occurrence, il y a un établissement qui fait la formation classique. Voilà, donc là, c'est avec le CFPPA de la Côte-Saint-André qui fait le BTSPA par apprentissage. Voilà. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec ces gens du BTSPA par apprentissage. Donc voilà, il y a une très bonne communication entre nous, c'est-à-dire que je fais des choses pour la formation à distance et on joue la carte gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le CFPPA, qui fait la formation par apprentissage, s'empare également des outils développés par le CNPR. Puisque par apprentissage, ça veut dire qu'ils sont 1 semaine en centre et 15 jours loin du centre. Donc, finalement, les outils développés pour la distance peuvent également être utiles dans le cadre des apprentissages du CFPPA. Alors, si on parle un peu de à qui ça s'adresse, qui sont les participants que vous avez, vous, à distance? Donc, à distance, on a plutôt des élèves issus du scolaire, quand même, hein, c'est plutôt des jeunes, voilà, qui ne désirent plus aller au lycée parce que soit c'est trop loin de chez eux, voilà, il y en a qui ne veulent pas partir très loin, hein, parce que des lycées qui proposent le BTSPA, il doit y en avoir 10 ou 12 en France, hein, donc il y a peut-être des élèves qui ne veulent pas aller trop loin. Il y a des élèves qui ont des chevaux, par exemple, et qui veulent s'occuper de leurs chevaux, donc ils préfèrent faire la formation à distance. Voilà. Et puis il y a aussi des adultes qui reviennent dans le cadre de leur travail et qui ont besoin d'obtenir un BTS, donc on a aussi les adultes. Alors, si on commence par la fin, il faut qu'on commence par dire que les résultats obtenus au diplôme sont du même niveau. Oui, voilà. Le diplôme à distance ou en lycée agricole, c'est les mêmes pourcentages de réussite. Alors donc, évidemment, la question qu'on s'est posée et dont on va parler devant vous, c'est comment ça marche? Sur quoi ça repose, cette réussite? Sur donc, une certaine façon de se servir de la multimodalité. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, ce qui a été mis en place ces dernières années, c'est par exemple, bien sûr, grâce aux formateurs de la Côte-Saint-André, donc qui font du BTSPA par apprentissage depuis plus de 20 ans, hein, donc qui connaissent bien les élèves, les parcours, etc. Donc ce qui a été mis en place déjà, c'est toute une batterie de classes à distance. Virtuelles. Classes virtuelles, voilà. Toute une batterie de classes virtuelles avec un programme défini sur 1 an. Donc sur 1 an, les élèves peuvent assister à peu près à une quinzaine de classes virtuelles sur des thèmes bien précis, avec
un calendrier, une annonce un mois à l'avance de la classe, etc. Donc ils ont le temps de préparer ce qu'ils vont voir. Donc ça a été fait. Les classes virtuelles sont enregistrées et les enregistrements sont mis à disposition des élèves pendant à peu près 6 mois sur le forum de leur plateforme. Donc il y a des classes virtuelles. Les classes virtuelles sont faites en zootechnie, mais il y a également des classes virtuelles qui sont faites dans d'autres matières, dans les langues notamment, et en biologie aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les classes virtuelles. Ensuite, ce qui a été produit, c'était une ressource sur le rapport de stage, une ressource numérique. Le rapport de stage, c'est toujours un point épineux dans des classes de BTS parce que c'est assez compliqué. Les élèves ont souvent peur de ne pas arriver à produire leur rapport. Ils ne savent pas trop quoi trouver comme problématique. Enfin, c'est assez compliqué pour eux. Donc, on a produit avec le CFPPA de la Côte-Saint-André, en mode gagnant-gagnant, là aussi, une ressource sur ce rapport de stage. C'est une ressource numérique. C'est que des petites vidéos qui durent 3-4 minutes maximum et qui guident vraiment l'élève pas à pas. Voilà. Donc ça a été produit pour les élèves à distance. Et maintenant, c'est largement utilisé au CFA, puisque quand les élèves sont sur le terrain ou sont loin du CFPPA des locaux, eh bien, ils profitent également de cette ressource qui a également contribué à rendre meilleurs leurs apprentissages. Puis peut-être dernier point important, quelle forme prend l'accompagnement des participants? Qui s'en occupe? Comment ça marche ça? Alors on a mis en place à partir de cette année un accompagnement différent sur les BTSPA pour plusieurs raisons, internes au CNPR. Donc cet accompagnement maintenant, il est fait. Il y a un accompagnement administratif et, et méthodologique qui est plutôt fait en interne. Et il y a un accompagnement sur les matières, c'est-à-dire la zootechnie, l'économie, des choses comme ça, qui est fait par les enseignants du CFPPA, justement. Voilà. Donc, on met cet accompagnement en place cette année. Je pense que ça va porter ses fruits. Et également un accompagnement sur le rapport de stage qui est fait par les enseignants de la Côte-Saint-André. Donc comme ça, si on doit expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi ça marche et pourquoi il y a du succès, les réponses, ça serait en résumé? C'est une forte collaboration de 2 établissements. Un établissement qui est vraiment sur le terrain, qui maîtrise les contenus, qui maîtrise les élèves, enfin les programmes, etc., qui sait exactement le niveau d'un élève de BTS. Et nous, éditeurs CNPR, qui maîtrisons plutôt tout ce qui est ingénierie des dispositifs, les plateformes, le numérique, les technologies. Quoi. La production de contenu aussi, la production de contenu, bien sûr, ouais. Voilà. Beaucoup de choses qui ont été faites en petites vidéos, je crois. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc on a une équipe vidéo qui nous permet de faire des vidéos de qualité, rapidement et courtes, voilà. Bon, voilà. Okay. Allez, on va continuer, on va passer la parole à Laurence. Donc, je me présente, Laurence Dalaibera, donc du J-Paris-Fort, le CARIF territoire Champardonnais, futur Grand Est, région Grand Est. Et on travaille depuis maintenant plus d'une dizaine d'années sur la formation ouverte et à distance avec la région. Donc avec la mise en place, il y a en 2009 à peu près, de points d'accès à la téléformation, donc qui étaient vraiment sur le territoire champardonnais, des points dans lesquels les structures, on pouvait avoir accès, en fait tout public pouvait avoir accès à de la formation ouverte et à distance. Et puis, petit à petit, avec la loi, puis le décret récemment en 2014, la région a souhaité faire évoluer ce dispositif pour être plus en accord avec le nouveau décret et puis mettre en place ce qu'on appelle des e-espaces métiers, c'est-à-dire des points dans lesquels une grande diversité de publics et tout public pouvait venir avoir accès à de la formation à distance, accompagné par un référent qui était présent pour accueillir le public et construire avec lui des parcours de formation utilisant à la fois des modalités de formation, modules proposés par des organismes de formation, mais également des ressources libres en ligne.
Donc le rôle du référent e-espace métier, ce qui était expliqué dans cette vidéo, c'était qu'effectivement, on a là des parcours qui utilisent à la fois des modules qui sont inscrits dans le cadre d'une programmation régionale qui a été lancée par la région et des ressources en ligne et pour construire comme ça le parcours de l'apprenant. Alors, si on parle un peu du public, à qui on s'adresse? Alors, on s'adresse à tous les publics sur prescription, puisqu'on a des publics demandeurs d'emploi, des publics salariés, du public qui vient de façon individuelle, mais uniquement sur prescription. Alors, la grande différence par rapport à ce qu'on a connu dans les points d'accès à téléformation, c'est qu'effectivement, on avait à l'époque une feuille de présence qu'il fallait signer, donc une obligation de venir se former sur le point d'accès. Alors que maintenant, effectivement, on n'a plus cette feuille de présence. On a une demande auprès des publics de produire, à chaque étape de leur parcours, de produire des preuves par le biais de diverses productions. Et donc, en fait, ces parcours peuvent se faire dans ces lieux, accompagnés par les référents, mais également de chez eux, ou d'un lieu autre, ou d'une entreprise. Enfin, voilà, tout lieu qui leur permettrait d'accéder, en fait, à cette formation à distance. Donc les publics sont très variés, depuis les salariés, demandeurs d'emploi, public final, etc. Et les contenus maintenant? Alors, dans les contenus, en 2015, donc, la région a lancé un appel à projet auprès des organismes de formation et a retenu 15 ou 16 domaines de formation qui vont de la préparation concours, de la bureautique, de l'Internet, etc., mais aussi sur des modules métiers, bâtiments, agriculture, industrie. Et donc, les domaines sont très, très variés. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les modules. Et puis, à côté, effectivement, on nous a demandé aussi d'être en veille sur toutes les ressources en ligne qui pouvaient venir compléter, en fait, ces parcours et être utilisées à la demande ou de l'apprenant ou du référent. Donc, voilà un petit peu comment ça s'organise. Alors, c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez unique. Je crois qu'en France, même, ça n'existait qu'en Champagne-Ardenne. Donc la fusion des régions, on va voir comment va évoluer ce dispositif. On a une trentaine de e-espace métiers en Champagne-Ardenne, donc avec la volonté aussi de renforcer ce rôle d'accompagnement à la formation à distance, parce que on avait bien remarqué dans l'édition précédente des PAT que en fait ce rôle d'accompagnement était prédominant, en fait avaient vraiment besoin, les gens qui venaient là, je l'ai entendu ce matin, ils sont pas tous capables d'utiliser un ordinateur, ils sont pas tous capables non plus de se connecter, ils ressentent parfois un certain isolement, etc. Et donc le rôle de l'accompagnateur est prépondérant à la fois dans la construction du parcours, mais également dans l'accompagnement un petit peu des personnes pour pas qu'elles se sentent isolées ou perdues. Oui, on retrouve des mots comme tout à l'heure, parcours, accompagnement, contenu numérique. Tout à fait. On va passer la parole à Myrna, que je vais laisser se présenter. Alors, Myrna Jacquin, j'interviens aussi bien à l'APAP, qui est l'association qui promeut le label des APP, et aussi à l'APP de Mulhouse, donc l'atelier de pédagogie personnalisée, où j'interviens dans la formation et l'accompagnement des apprenants. Alors c'est elle qui dit dans le premier film qu'on avait fait que la première multimodalité qu'elle connaît, c'est apprendre à apprendre. Oui. Alors, juste avant de continuer mon propos, je veux simplement revenir sur les propos qui ont été tenus lors de l'introduction de cette journée par M. Barry, qui disait que parcours individualisé, personnalisé, c'était des modalités un peu nouvelles. Alors qu'aux APP, je pense qu'on ne peut pas parler de multimodalité aujourd'hui sans parler des APP, puisque nous sommes quand même dans le champ de la construction, de la co-construction des parcours des apprenants depuis plus de 30 ans, puisqu'on a fêté nos 30 ans il y a 2 ans. Et donc je pense qu'au cœur des APP, il y a bien sûr le parcours de l'apprenant, il y a la multimodalité qui n'est pas forcément du tout numérique, et effectivement là on arrive un peu à des compétences telles que apprendre à apprendre. Alors, je continue, je pense. Donc, apprendre à apprendre, c'est une compétence qui me passionne depuis quelque temps. Et je pense que quand on doit donner la chance aux apprenants d'apprendre, c'est pas simplement en leur disant « voici un ordinateur, il va faire des miracles pour vous », mais il faut d'abord s'intéresser à ce qu'est l'apprenant, qui il est, quels sont ses processus d'apprentissage, quelle est l'intelligence qui l'anime, quels sont ses talents. Parce que je reste convaincue qu'on est tous intelligents, différemment. Et avant de commencer à parler de multimodalité, de numérique, d'FOAD, etc., il faut quand même revenir à l'essentiel, qui est l'apprenant, s'intéresser à qui il est vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'on va co-construire avec lui son parcours, qu'il soit numérique ou pas. Alors,
puisque vous avez la parole, on va continuer. Comment on monte un parcours? C'est quoi la compétence d'ingénierie qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il y a comme ressort à utiliser? Alors l'intérêt aussi, la particularité de l'APP, c'est que c'est une équipe complète qui travaille pour l'apprenant. Donc je pense que ça se produit actuellement partout, mais il faut savoir que tout le monde vraiment participe à cette production de parcours, que ce soit l'assistante au téléphone, que ce soit le coordinateur, le formateur bien sûr, mais surtout l'apprenant. Donc ça se co-construit avec lui selon son projet, selon son niveau, puisqu'il va être positionné au départ, mais le positionnement n'est pas une clé d'entrée pour savoir s'il va oui ou non intégrer, c'est simplement avoir une image à un instant donné pour savoir par quel biais on va entamer avec lui l'accompagnement. Alors bien sûr, au début, on tâtonne ensemble, mais très très vite, il va commencer à demander lui ce qu'il lui faut vraiment. Alors bien sûr, ça peut être les compétences clés, parce qu'on s'articule quand même sur les compétences clés compétences clés européennes. Donc les personnes peuvent venir faire aussi bien de la bureautique, du français, de la compétence en anglais, etc. Et on construit avec lui, on ajuste, on fait des remédiations, on explicite, on verbalise, et puis très très vite, la personne va prendre de l'autonomie, et c'est ce qui nous intéresse dans cet accompagnement, c'est accompagner vers l'autonomie, parce qu'une fois qu'on a la clé de l'autonomie, à ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Et quelque chose d'autre que moi je prône énormément, c'est laisser la liberté aux personnes de choisir ce qu'elles veulent et de choisir ce qu'elles veulent devenir. Et bien sûr, quand on parle de multimodalité, on parle de multifinancement, de multiparcours, de multi-profils, etc. Mais c'est aussi donner aussi la place aussi bien à l'apprenant, mais aussi aux formateurs, et leur laisser cette part de créativité. Concrètement, ça se manifeste comment? Il y a une production d'un document, il y a quelque chose qui va... Alors, il y a un livret de suivi qui accompagne, un livret de suivi avec à l'intérieur des documents qui sont essentiels et qui vont justement donner le label aux APP, parce qu'on est aussi labellisé, on n'est quand même pas soumis, parce que c'est au contraire un plaisir. On a une charte qualité, mais une charte qualité qui n'enferme pas, heureusement, mais qui laisse la part à la créativité. C'est notre troisième thème, donc c'est pour demain après-midi, la qualité, mais effectivement, on reparlera du label à ce moment-là aussi. Donc c'est la créativité de toute l'équipe, du formateur, qui va pouvoir exprimer un peu tout son potentiel et par là ouvrir tous les champs des possibles, aussi bien aux apprenants qu'à lui-même. Jacqueline, vous êtes d'accord sur cette nécessité d'un parcours un document fait liaison sur le parcours? Comment vous avez monté ça, vous? À Eduter CNPR, toutes les formations sont montées à peu près sur le même schéma. Donc, en interne, on a une plateforme de formation qui s'appelle Formagri. Voilà. Cette plateforme de formation, on est peu à peu en train de la quitter pour aller vers une autre plateforme qui s'appelle Moodle. Mais on reconstruit des parcours. Les parcours qui sont liés pour nous, puisque nous, c'est un diplôme de niveau... Enfin, je veux dire... Les diplômes et les formations qu'on propose s'appuient sur des diplômes nationaux. Donc, les élèves passent l'examen en mode terminal, c'est-à-dire qu'ils vont passer un examen dans les centres avec tous les autres élèves des lycées agricoles. Donc, nous, on s'appuie sur le référentiel de la formation. Voilà, on a des choses précises à mettre en œuvre. Et effectivement... ce référentiel est mis en musique tout au long, dans le temps. Sur les 2 années. Sur les 2 années, et comme support, une plateforme numérique qui présente tous les cours, tous les modules que l'élève doit connaître. Sur le suivi du parcours, je crois, en tout cas dans le dispositif qui a été monté là en Champagne-Ardenne, ce qui était important, c'était surtout d'avoir une personne référente et une seule personne référente pour l'apprenant, qui puisse faire l'interface à la fois entre les organismes de formation, un côté plus institutionnel, et en tout cas d'avoir une seule personne référente. Donc le parcours, il est construit sous la forme d'étapes. À chaque étape, il y a un petit bilan qui est fait, une production qui est réalisée, et le référent en fait est garant du suivi de cette étape jusqu'à l'obtention d'un passeport FOAD en ligne qui atteste des compétences acquises pendant ce parcours. Mais je crois que le fait d'avoir un référent est quelque chose, en tout cas, que nous on a souhaité développer dans le cadre de ce dispositif. Alors, on vient d'entendre le mot passeport, on vient d'entendre le mot compétence. Alors, je ne suis pas sûr que c'est là-dessus qu'il faut se mettre d'accord, mais ça fait partie des documents que l'on peut citer sur cette ingénierie de formation. Bon,
On l'appelle pas tous comme ça, quoi. Non, on peut l'appeler livret de suivi, on peut l'appeler compétences clés, on peut l'appeler... Mais quelle que soit la dénomination de tous ces termes, il ne faut pas oublier quand même que ça s'articule autour d'un apprenant quand même, et qu'on les appelle compétences clés, qu'on les appelle savoir de base, qu'on les appelle livret de suivi, qu'on appelle FOAD, multimodalité. Je veux dire, je pense qu'on part tous sur le même chemin. C'est d'arriver à faire que nos apprenants deviennent les citoyens de demain avec leur savoir, leurs compétences et leurs talents. Alors, la deuxième question que l'on a à traiter dans ces ateliers qui ont démarré tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous avez à dire sur le mélange des publics? En quoi ce que vous avez mis en place permet ou pas, ou à quelles conditions, de mixer les publics? Alors l'APP, ce sont des parcours individualisés et personnalisés qui vont s'articuler autour d'un centre source. Et dans ce centre source, ou espace ressources, peu importe comment on les appelle, il va y avoir des ressources numériques, il va y avoir des ressources papier, il va y avoir des livres, des revues, mais il va y avoir surtout le formateur qui va accompagner. Et la photographie du départ va permettre de savoir où on va aller avec l'apprenant. Et bien sûr, il y a un objectif qui peut être un concours, qui peut être une entrée en formation. Et c'est pour atteindre ce parcours qu'on va mettre en place un parcours de formation co-construit. Alors la mixité des publics ne devrait pas poser problème, puisque quand on individualise, on est dans une auto-formation accompagnée, on peut suivre la personne, elle a son livret de suivi, elle a l'autonomie petit à petit qui va s'acquérir, et puis le formateur va lui proposer aussi une mixité il va lui proposer aussi bien des groupes, un travail en groupe qu'un travail individuel. Et quand on parle d'auto-formation accompagnée, il ne faut pas penser que c'est de l'autonomie complète et de la solitude, parce que souvent les personnes ont peur en se disant « je vais être larguée ». Et tout ce dispositif de centre source s'accompagne au quotidien, s'accompagne avec une régulation au quotidien, avec un bilan intermédiaire, un bilan de fin, et au besoin, à chaque fois que l'apprenant a besoin, le formateur n'est jamais bien loin, il a toutes les ressources à sa disposition, et le dispositif d'un atelier de pédagogie personnalisée l'accompagne sans problème tout au long de ce parcours. Jacqueline, les BTS en apprentissage se croisent avec les autres ou Oui, donc déjà au niveau mixité de nos publics, déjà sur la plateforme elle-même, forcément ça crée un groupe avec les BTSPA, donc il peut y avoir des adultes, des scolaires, des gens qui vont faire la formation en 2 ans, d'autres en 1 an, enfin bon, il y a déjà plusieurs types de personnes qui vont suivre les parcours. Et puis effectivement, quand on organise des sessions de regroupement, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des regroupements physiques où les élèves peuvent aller sur place au centre de formation de la Côte-Saint-André en Isère. Et là, ils sont amenés, oui, effectivement, à croiser des BTS PA qui sont en apprentissage. Ils peuvent être mélangés en classe. Enfin, mélangés, voilà, oui, mixés en classe avec les BTS du CFA qui sont en apprentissage. Voilà, et en général, ça se passe très bien. Alors, sur cette mixité, nous, on a un dispositif qui se veut à 100% distance. Donc, on a abandonné par rapport au dispositif précédent le regroupement au maximum. Donc, on a du regroupement numérique à distance, en fait. Donc, j'allais dire, les publics ne se croisent pas tant, mais en tout cas, sur la diversité des publics accueillis, chaque parcours est adapté au public, alors que ce soit un salarié, effectivement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une adaptation aussi à la temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement, des salariés qui se forment n'ont pas le même rythme que des demandeurs d'emploi ou autres. Donc, en fait, il y a une adaptation plutôt du parcours par rapport au statut, à la situation du bénéficiaire. Mais effectivement, quand on est sur du 100% distance, on n'a pas de période de regroupement, on n'a pas les publics qui se croisent de la même façon que quand on est sur du regroupement présentiel. Mais pour reprendre le terme de Jacques, on est sur de la personnalisation ? Tout à fait, tout à fait. On est sur complètement de la personnalisation. Oui, pour parler de personnalisation, nous, on est plus sur la personnalisation au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que sur l'accompagnement, on travaille pas mal par mail, sur le forum, etc. Donc on essaye de personnaliser l'accompagnement le plus possible par mail pour que les élèves ne restent pas en rade ou continuent, même s'ils ont quelques difficultés, quoi. Voilà. Et, par contre, sur le parcours de formation, là, on délivre le même parcours pour tous, quoi.
Peut-être si on reste sur le BTS, est-ce qu'il y a une dynamique de groupe qui se crée quand même? On peut parler de ça, malgré la différence de forme de formation? Oui, je pense que la mise en œuvre d'une dynamique de groupe, surtout cette année où on a une experte sur l'accompagnement, je dirais, sur la méthodo, on peut faire des expériences qui permettent effectivement qu'il y ait une plus grande dynamique au sein d'un groupe, que les gens participent au forum, qu'ils essayent de se présenter, qu'ils aient moins peur de faire que lire, mais qu'ils puissent aussi s'exprimer. Donc il y a des petites techniques pour essayer de convaincre les gens de participer. Et les sessions, effectivement, ils arrivent en session, ils sont tous un petit peu timides au départ, mais une des premières sessions de regroupement, c'est un petit peu une session de lancement de la formation. Ça permet aux gens de se connaître et après de participer plus tout au long de la formation. Ouais. Et on disait en préparant que les classes virtuelles viennent relancer ce temps-là? Voilà, puis effectivement, il y a les classes virtuelles qui, tout au long de l'année, vont scander les apprentissages des apprenants. Alors, les classes virtuelles, elles ont plusieurs fonctions. Elles ont justement la fonction de participer. Participer à distance, c'est pas donné pour tous les élèves, c'est pas évident. Donc, participer, mais également, ça donne un rythme à la formation dans la mesure où il y a minimum une classe virtuelle toutes les 3 semaines. Donc, on a moins cette impression d'être un peu largué dans la nature parce qu'on est à distance. Voilà, il faut se rendre à ce rendez-vous virtuel toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours et essayer de participer. Voilà. Alors on peut reprendre après chacun sur le sujet, mais du coup, comment on fait pour que la formation, ça ne soit pas du saucissonnage, des petits bouts de machin qui suivent c'est pas toujours... voilà, bon, effectivement, là, il y a une cohérence dans la mise en œuvre des classes, enfin, tout au moins au niveau de la... Chaque BTS en agriculture est quand même marqué par par un gros apport, par exemple pour le BTS production animale, la matière principale, la grosse matière qui fait le lien, c'est quand même la zootechnie. Et donc, ces classes virtuelles, elles sont en zootechnie. Donc, voilà, c'est moins du saucissonnage parce que c'est vraiment un apport qui doit être très fort au niveau de ce BTS, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce qui va structurer toute la formation, cette zootechnie. Ouais. Le contenu clé, c'est celui qui a été travaillé comme ça. Voilà, c'est le contenu clé qui a été le plus travaillé comme ça, ouais, c'est vrai. Ça vous fait réagir ce qu'a dit Jacqueline? Déjà, ça me fait réagir parce que j'étais à la Côte-Saint-André pour accompagner l'équipe au mois de juillet, donc voilà. Non, ça me fait réagir. En fait, c'est pas du tout les mêmes contenus, c'est pas du tout les mêmes objectifs des apprenants, même si c'est peut-être à la base la professionnalisation et puis l'employabilité. Je pense qu'en APP, le saucissonnage n'a pas lieu d'être puisque ce sont quand même de petites équipes qui fonctionnent en présentiel. Donc c'est toujours plus facile de voir quel est le parcours de l'apprenant, surtout quand on est son référent. Et sachant qu'on a comme objectif l'atteinte de son objectif. Donc si c'est un concours, on va partir sur les matières du concours et puis on va construire avec lui en partant de son niveau. Donc j'insiste, on part vraiment de ce qu'il sait pour aller vers ce qu'il doit apprendre. Et donc le saucissonnage, sachant que l'équipe est en constante... bon, il y a les réunions pédagogiques, les réunions d'équipe, il y a la prise en compte des désirs de l'apprenant, et puis il y a surtout cette interactivité constante entre nous et les apprenants. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes contextes de grands lycées, avec énormément d'intervenants. Nous, on est vraiment sur les compétences clés, mais ces compétences clés sont essentielles partout. Et souvent, on se rend compte que les jeunes ne sont plus, sont un peu en fracture d'apprentissage parce que justement ces compétences clés n'ont pas été acquises. Parce que justement, on est passé par des cycles où tout le monde devait faire la même chose au même rythme, peu importe celui qui suit ou pas, parce qu'on a le programme, on a les référentiels, etc. Et les APP, c'est justement une réponse pour qu'on puisse... Alors quand je parle d'APP, on peut aussi parler de centres ressources dans les centres, dans les lycées. C'est à un moment donné se dire, plutôt que de continuer avec cette idée de cours magistral pour tout le monde, c'est peut-être à un moment donné de changer la classe et puis d'aller vraiment au plus près
pas des souhaits, mais des objectifs et des désirs des personnes. Et je pense que cette auto-formation accompagnée peut se retrouver partout. On le voit bien, les CRP ont déjà mis en place des APP et l'APAP est souvent sollicitée justement pour mettre en place cette démarche qui, au-delà du label, est quand même une démarche très intéressante et qui est peut-être aussi une des solutions pour un meilleur apprentissage et surtout pour un plaisir d'apprendre. On disait aussi au BTS que... Enfin, vous me disiez aussi au BTS que les élèves étaient un peu sous l'eau par rapport au nombre de livres à lire, de lectures. Bah oui, nos formations à un BTS production animale, c'est quand même 1800 heures de formation, donc effectivement, ça fait beaucoup à digérer. Hein, ils sont un petit peu tout seuls, donc c'est pour ça qu'on essaye de renforcer au plus l'accompagnement. Il y a beaucoup de livrets, il y a pas mal de livrets papier. Disons qu'aujourd'hui, peut-être que le BTS-PA, je parle pour le BTS-PA que je connais mieux que les autres, c'est-à-dire il y a peut-être la moitié des ressources qui sont sous format de livret papier et l'autre moitié qui sont sous format numérique. Hein. Voilà, quand je dis format numérique, donc il y a des formats numériques où il y a des choses à lire, mais il y a beaucoup de petits tests formatif qui permet à l'élève de retenir, hein, des petites batteries de tests. Et puis, il y a également de la vidéo. Hein, voilà. Donc, comme type de ressources numériques, on évite des gros documents numériques, hein, finalement, qui reviennent à lire, mais sur écran. Donc, voilà. Et voilà ce que j'ai à dire. Donc, ils ne sont pas noyés dans les bouquins. Non, simplement, ce que je voulais dire par rapport à l'accompagnement, c'est et par rapport à la conférence qu'on a eue ce matin sur l'usage du numérique, c'est que effectivement, bon, nous on travaille par mail, hein, voilà. J'avais demandé pour accompagner les élèves un téléphone portable avec lequel je puisse envoyer régulièrement des SMS à mes élèves parce que je trouvais que ça leur correspondrait mieux. Voilà, maintenant, la chose à faire au niveau du BTS, PA, en tout cas ce BTS, ça serait d'intégrer un peu plus la dimension réseaux sociaux, que ça soit un réseau, enfin un groupe Twitter ou un groupe Facebook ou du SMS. En tout cas, pouvoir communiquer comme ça, c'est-à-dire, bon, sachant que les élèves peuvent aussi avoir, pour la plupart, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur peau, comment dire, leur mail et puis le mail sur leur smartphone, quoi. Voilà. La dimension réseau social chez vous? Alors, la dimension numérique aux APP existe aussi, bien sûr. Alors, on travaille sur des plateformes en ligne comme Online Format Pro. On travaille aussi via les réseaux sociaux, puisqu'on a des pages Facebook, et dans beaucoup d'APP ont leur page Facebook, et on invite les apprenants à y aller parce qu'on met des liens sur des sites pédagogiques intéressants, sur des nouvelles qui se passent dans leur commune, dans leur environnement d'employabilité. Ils viennent avec leur clé USB, ils viennent avec leur smartphone, et puis du coup, ils prennent des photos des cours, ils l'utilisent comme dictionnaire, puisque notamment à l'APP de Mulhouse, on n'interdit pas le téléphone portable, au contraire, parce que c'est une ressource comme une autre. Et puis, on ne diabolise pas Facebook, parce que c'est aussi une ressource comme une autre. Et puis, l'intérêt, c'est de se dire, s'il y a des jeunes, même si on sait que ce ne sont pas forcément eux qui vont être les plus grands utilisateurs, parce qu'ils utilisent plus le chat, les SMS, etc., c'est permettre à chacun de trouver son média de formation, qu'il soit numérique, qu'il soit bouquin, qu'il soit même le vieux bled, si le vieux bled lui convient. Moi, je ne trouve aucun... Enfin, ils sont bien faits, ces bouquins. Donc, l'idée, c'est simplement de lui proposer tout un champ de possibles et qu'il vienne puiser ce qu'il lui faut au moment où il faut, avec bien sûr et toujours l'accompagnement de l'équipe pédagogique. Ok, je pense qu'on va peut-être en rester... Oui. Oui, juste pour ajouter au niveau, effectivement, on parle souvent de la solitude de l'apprenant, effectivement de la dynamique de groupe nécessaire
et notamment par le biais de pages Facebook ou autres, mais il y a aussi parfois la solitude de l'accompagnateur ou du référent qui est là dans son espace et qui, même s'il appartient à un réseau, peut se retrouver aussi seul. Et du coup, nous aussi, dans le cadre, mais là d'un niveau, non pas au niveau des apprenants, mais au niveau des référents, on a créé aussi des groupes, un groupe Facebook qui leur permet d'échanger sur leur veille de ressources, qui leur permet d'échanger sur leurs pratiques, sur les difficultés qu'ils rencontrent, et parfois de pouvoir s'entraider de cette façon-là et peut-être aussi de se sentir un peu moins seuls dans la construction de leur parcours et dans l'approche qu'ils ont avec leurs apprenants. Peut-être une question, si la salle avait une question à poser à l'une ou l'autre, et puis sinon je vous envoie dans les ateliers. Deux, mais pas plus. Hein. Juste à côté, ça va. Bonjour, Annabelle Talmé, collègue de Laurence. Je voulais ajouter une petite chose au niveau des espaces métiers, c'est que c'est également un lieu où les apprenants ils peuvent se rencontrer. Donc il y a aussi, ajouter à ce qui a été dit tout à l'heure, les apprenants, ils se voient entre eux, même s'ils ne sont pas sur les mêmes parcours. Je sais que certains, on a des retours comme ça, où ils se rencontrent, ils se donnent rendez-vous pour se motiver également. Se dire, on se retrouve tous les mardis à telle heure pour construire nos parcours et apprendre ensemble. Voilà, un petit ajout. Merci. Toujours à la Guillaume. J'avais une question à Laurence. Vous avez évoqué des formations toutes à distance. Et en quoi consiste justement la multimodalité dans cette formation qui est toute à distance ? La multimodalité, elle intervient à la fois dans la typologie des ressources qui sont utilisées, plus que dans la modalité de présentiel ou distanciel. Effectivement, là, on a des ressources qui sont à la fois des modules de formation et qui sont du coup conduits par des organismes de formation et qui ont la responsabilité, j'allais dire, pédagogique et d'aboutissement, voilà. Et puis à la fois des ressources en ligne qui sont accompagnées par le référent e-espace métier et là qui sont laissées libres, avec en même temps la possibilité de venir se former de chez soi ou de venir se former, comme on le rappelait, dans l'e-espace métier. En fait, c'est pas tant une multimodalité sur, j'allais dire, du présentiel ou du distanciel, mais plutôt sur la typologie de ce qui est utilisé dans la construction des parcours et la possibilité de les faire dans différents lieux. Voilà, c'est plutôt là qu'intervient la multimodalité, en fait.